Rebonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire cybersécurité en milieu hospitalier, comment concilier contraintes budgétaires et réglementaires en partenariat avec la CAIH. On est en présence de M. Jean-Nicolas Piotrowski, PDG de iTrust, qui va vous parler de iTrust et de l'offre de SOC citoyen. Mais avant ça, c'est M. Jérôme Billois, partenaire chez Wavestone, qui va nous faire un état des lieux de la menace qui pèse sur le secteur de la santé. On est aussi en présence de M. Cédric Carteau, RSSI au CHU de Nantes. Il nous fera un retour d'expérience sur le SOC qu'ils vont déployer. Et enfin, on est avec notre expert technique ici présent, qui va vous faire une démonstration de la plateforme Revelium qui est au cœur du SOC. Je vais passer la main à Jérôme Billois qui va commencer sans plus tarder. Merci beaucoup Amina, bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler de ce qu'on peut observer en termes de menaces et surtout des conséquences de ces menaces aujourd'hui telles qu'on peut les vivre dans le cadre de la réponse à incident. Donc je vais partager mon écran. Voilà, normalement vous devriez voir le support. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit bien, Jérôme. Très bien, merci. Donc voilà, l'idée c'est de faire un point sur les hôpitaux face à la menace et également finalement la manière dont ça se passe pendant les incidents. Alors je sais que vous tous connectés, vous connaissez bien le secteur, vous êtes dans le secteur, donc je ne vais pas vous apprendre, je pense, finalement qu'est-ce qui se passe actuellement dans le domaine des hôpitaux. On voit les attaques qui se multiplient, que ce soit avant tout des attaques rançongicielles, mais on voit aussi d'autres types d'attaques de type fuite de données. Ce qui est, je pense, intéressant à noter, c'est que ça touche évidemment la France. Je vous ai remis quelques logos de structures récemment touchées, mais comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est un mouvement qui touche aussi à l'échelle internationale. Depuis le début de l'année, on sait qu'il y a plus d'une soixantaine d'hôpitaux qui ont aussi été victimes d'attaques aux États-Unis. Et donc, on a souvent un discours qui dit la France est en retard. Je pense que malheureusement, sur ce sujet de la santé et de la résistance du secteur de la santé vis-à-vis des attaques des cybercriminels, la situation est quasiment mondiale parce qu'on voit que ça arrive vraiment dans tous les pays du monde. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas nouveau. Hein, ça fait déjà plusieurs années que ce mouvement est entamé et on avait des échanges l'année dernière avec Cédric Carteau. On disait que cette menace pouvait peut-être réduire. Je disais plutôt oui, Cédric disait plutôt non. On verra comment ça évolue. Mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, c'est plutôt le camp des cybercriminels qui tiennent le haut du pavé avec, à chaque fois que des attaques se déroulent, évidemment des impacts importants, très importants, à la fois sur la disponibilité, sur les actions techniques requises. Et puis, vu qu'on est dans le secteur de la santé, c'est un secteur qui immédiatement attire les médias. Beaucoup plus que des attaques qui peuvent toucher d'autres secteurs d'activité ou d'autres types de structures, le secteur de la santé immédiatement génère de l'inquiétude, évidemment. On sait les conséquences qu'il peut y avoir derrière, et donc ça génère immédiatement des reprises médiatiques qui se multiplient. Si on regarde la plupart des attaques, les origines, elles sont quand même assez connues, c'est pas des choses nouvelles. C'est des logiciels obsolètes, c'est des failles dans les sites web, c'est de l'hébergement non sécurisé. C'est aussi des tiers ou des fournisseurs qui sont impliqués et qui permettent d'entrer dans les systèmes. Voilà, donc ce bilan-là, je pense que vous le partagez, vous le vivez, vous le voyez vous-même au quotidien. Ce que je voulais évoquer avec vous ce matin, c'est finalement qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans une situation d'une attaque, comment finalement on doit réagir, comment on s'organise quand on est victime d'une attaque. La première chose à bien voir, c'est que quand on est dans cette situation d'être attaqué, finalement, ce qu'on voit, c'est très rapidement l'ensemble des ordinateurs de la structure qui sont touchés, plus rien ne marche, et on a ces fameuses alertes qui disent « attention, vos fichiers sont inaccessibles et certains ont été volés ». Bon, ça, c'est la partie émergée quelque part de l'iceberg. Ce qui se passe tout de suite, immédiatement dans les structures concernées, c'est que les fonctions IT et sécurité sont tout de suite submergées par les alertes.
le téléphone n'arrête pas de sonner, on apprend, on entend que les emails, les applications ne fonctionnent plus, les gens courent dans les couloirs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui arrive sur tous les sites qui peuvent concerner la structure. Et rapidement, on voit vraiment une mobilisation de la direction générale qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et la première question, évidemment, en combien de temps on va redémarrer? Et c'est là où le niveau de stress augmente. Pourquoi? Parce que finalement, on a même à ce moment-là extrêmement de mal à dire quelle est la situation. Finalement, souvent, on a des estimations, on dit on a entre 50 ou 95% des postes de travail et des serveurs qui sont touchés. Finalement, on n'arrive même pas trop à le savoir. Pourquoi? Parce que bien souvent, tous les outils d'administration du réseau, les schémas réseau, les consoles de gestion, elles aussi sont touchées. Elles sont soit chiffrées, soit indisponibles parce qu'une partie de leur maillon qui leur permettent de fonctionner est même touchée. Et puis le stress qui arrive rapidement, pas partout, mais quand même assez fréquemment, c'est que les systèmes de restauration sont eux-mêmes inutilisables parce que le système de sauvegarde est très souvent connecté au SI nominal et peut être lui aussi touché par l'attaque. Là, vous voyez, on est vraiment dans une situation qu'on veut éviter. On a une perte de contrôle totale et un niveau de stress qui est maximum. Donc, quand on est face à cette situation-là, qu'est-ce qui se passe dans les premières heures? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les premières heures? La première chose à faire, c'est d'arriver à communiquer avec les équipes. Il faut à minima pouvoir travailler ensemble. Alors, soit ça a été anticipé et vous avez des moyens de gestion de crise, de communication qui sont spécifiques et en dehors des systèmes nominaux. C'est encore rare, même si on le voit de plus en plus. Soit finalement, on fait avec les moyens du bord. Vous reconnaîtrez évidemment les logos de WhatsApp ou de Gmail qui restent quand même aujourd'hui des outils de gestion de crise les plus souvent utilisés lorsqu'on intervient dans des structures qui ne l'avaient pas anticipé, avec évidemment tous les risques qu'on connaît et qui sont associés et que malheureusement on est obligé d'accepter quand on est dans cette situation-là. Ensuite, il faut investiguer. Il faut investiguer rapidement pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'enjeu de la menace. Et c'est là où on a besoin très rapidement de s'entourer de partenaires et des autorités. Bien souvent, l'ANSSI se mobilise quand le secteur hospitalier est touché, mais c'est bon aussi d'avoir des partenaires que vous pouvez avoir localement, qui peuvent avoir aussi déjà une connaissance de votre système, parce que c'est pas magique quand une structure de réponse à incident arrive et qu'elle ne connaît rien de votre système, elle a une phase de montée en compétence qui est nécessaire et qui peut être rapide, mais c'est encore mieux si vous arrivez à mobiliser les gens qui connaissent déjà la structuration de votre réseau. Et en parallèle, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est sauver ce qui peut l'être encore, c'est-à-dire avoir des mesures préventives, arrêter le réseau, éteindre les machines qui ont l'air encore de fonctionner, et puis très rapidement, une fois que les premiers résultats d'investigation arrivent, avoir des scripts qui permettent de vérifier si une machine est touchée ou pas, et vérifier si on peut la rallumer, si elle doit rester éteinte, et où est-ce qu'on en est avec ce type de machine. Et c'est là où il faut essayer de paralléliser au maximum les actions d'évaluation, en s'appuyant sur toutes les équipes qui ont les bonnes compétences pour essayer d'aller au plus vite. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe, on va dire, dans les premières heures. Dans les, allez, on va dire les 4 à 12 premières heures. On essaye vraiment de se mobiliser sur cette compréhension rapide et le fait de pouvoir communiquer. Ensuite, évidemment, vous vous en doutez, on se retrouve dans une situation où on sait que la crise, elle va durer. Et donc, finalement, il faut s'organiser. Alors, la première chose à faire dans les jours qui suivent, c'est mettre en place la gouvernance de crise. Usuellement, on met en place une gouvernance de crise qui vise à être 24/7. Pourquoi? Parce que le niveau de stress va être très très fort, le niveau de pression va être très très fort, et donc il faut essayer de mettre tout de suite quelque chose qui va permettre aux équipes de tenir dans la durée. Et donc d'avoir, alors peut-être pas les 3-8, parce que c'est souvent très difficile à mettre en place, mais on est plutôt souvent sur du 2-12, où on va dupliquer finalement une partie des équipes pour qu'ils puissent travailler en parallèle et ne pas perdre de temps dans la crise. Cette structure de crise, le plus souvent, est évidemment pilotée par un comité de crise exécutif qui va prendre les décisions d'allocation de budget, prendre les décisions organisationnelles qui sont nécessaires, et va être appuyé par une équipe de crise plutôt métier,
Donc, dans le secteur hospitalier, ça peut être les différents directeurs de service, etc., qui, eux, vont avoir deux responsabilités. Ça va être déjà finalement d'identifier très rapidement comment est-ce qu'on peut continuer sans l'informatique. Et ça, on voit que c'est quand même plutôt bien fait hein, dans tous les cas qui ont pu être évoqués sur ces derniers mois, dernières années, et qui vont aussi se mettre d'accord sur la priorité de reprise au sein de leurs différents périmètres, en disant bah, d'un point de vue métier, on a besoin de ça d'abord et de ça ensuite. Voilà. Ce n'est pas des choses faciles à faire. C'est souvent, il y a souvent des mouvements de tension hein, quand il faut décider de qu'est-ce qui repart en premier ou pas. C'est là où la cellule exécutive, elle, peut aussi arbitrer. Et puis évidemment, vous avez les sites, vous avez les équipes informatiques qui, elles, vont être mobilisées à la fois sur les sites centraux, sur les sites déportés et avec beaucoup de partenaires, de prestataires, parce qu'il faut maximiser la capacité à tout construire. Et donc, il faut effectivement reconstruire. Alors, on peut être sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de serveurs, de machines. Il y a plusieurs astuces qui permettent de reconstruire vite. On peut accélérer finalement en allant vers le cloud, avec tous les enjeux aussi de souveraineté que ça peut avoir. Utiliser aussi la virtualisation rapidement, qui permet de refaire repartir en masse. Pour vous donner un exemple, un périmètre touché, on a réussi à refaire fonctionner une dizaine de milliers de boîtes mail en 2 jours grâce à l'utilisation de services cloud. S'il avait fallu remonter toute l'infrastructure en interne, c'était plus d'une semaine. Évidemment, on peut aussi compter sur les utilisateurs pour monter en puissance et accélérer cette reconstruction. La plupart du temps, les utilisateurs ils sont complètement désœuvrés. Il y a beaucoup de fonctions qui s'arrêtent complètement de fonctionner et les gens ont envie d'aider. Il y a une vraie mobilisation finalement des équipes qui peuvent aussi jouer un rôle dans les phases de réinstallation. Alors, on a vu des cas où les collaborateurs étaient eux-mêmes dotés de clés USB qui leur permettaient de réinstaller leur propre machine. Et dans chaque service, il y a toujours quelqu'un qui est plus ou moins familier avec l'informatique et qui peut aider les autres. Et on voit vraiment des mouvements de solidarité comme ça. Et puis, il faut également mobiliser les différents fournisseurs que vous avez usuellement. C'est là où vous allez voir souvent ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. On a des cas où les fournisseurs disent « Ah bah écoutez, votre contrat ne couvre que les horaires de journée, il n'y a pas de mode crise, donc on ne pourra pas vous aider plus que ça ». Bon, quand vous êtes dans cette situation-là, souvent ça escalade, ça remonte hein, et ça bouge à la fin, mais malheureusement, ça fait perdre du temps. Voilà, et donc pour entamer cette phase de reconstruction de la manière la plus sereine possible, il faut arriver à bien comprendre la menace. Parce que si vous reconstruisez sans savoir comment est-ce que l'attaquant est rentré, qu'est-ce qu'il a utilisé pour attaquer, eh bien, vous pouvez être un peu comme le hamster dans sa roue qui tourne sans arrêt et qui réinstalle, qui réinstalle. On l'a vécu, nous, sur plusieurs affaires où les reconstructions d'Active Directory avaient été lancées sans vraiment comprendre ni savoir par où l'attaquant était passé. Et puis, l'Active Directory avait été immédiatement recompromise. Il avait fallu recommencer. Vous imaginez le niveau à la fois de stress et de découragement que ça peut avoir sur les équipes. Donc c'est là où il faut savoir analyser minutieusement le logiciel malveillant, arriver à retrouver quelque part le patient zéro qui permet de remonter la chaîne. C'est pas simple, hein, surtout dans des périmètres où souvent le niveau de traçabilité est faible. Donc on fait au mieux jusqu'à arriver à un niveau de confiance suffisant qui permet de relancer les phases de reconstruction. Et puis finalement on s'en tire quand même au bout d'un certain temps avec souvent des délais, hein, on parle de la règle des 3-3-3 souvent chez nous. Les 3 jours, c'est le pic aigu de la crise et de la mise en place de la cellule de crise, où là, on est complètement désorganisé. Ensuite, on a 3 semaines qui permettent de finalement reconstruire le cœur du système d'information et relancer les périmètres les plus importants. Souvent, au bout de 3 semaines, on a réussi à reconstruire à peu près 80% du système. C'est-à-dire que le plus important est fait et fonctionne, on va dire, globalement bien. Et puis ensuite, on part cette fois-ci plutôt sur 3 mois pour arriver à resolidifier en profondeur le système, à le refaire fonctionner. On ajoute même des fois un 4e 3 parce que certaines structures, vu le niveau de départ duquel ils étaient, lancent un des programmes de sécurisation en profondeur
qui là sont plutôt avec des budgets à horizon 3 ans. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit finalement, tout ça, c'est ce qu'on voit lors de la crise. Mais finalement, l'enjeu numéro 1, c'est de bien anticiper pour ne pas être dans cette situation, avec des choses que vous connaissez, des choses évidentes sur l'application des bases de la sécurité sur les SI. Toujours très facile à écrire, toujours très difficile à faire. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de rigueur, de reprendre un historique qui est souvent très très lourd. Un deuxième point qui est de mieux détecter et réagir. Je peux vous dire qu'on voit, nous, de plus en plus de sociétés qui nous contactent parce qu'elles ont détecté la crise au tout début. Et donc, finalement, on arrive à repousser l'attaquant avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Et je pense que c'est ce que vous verrez dans la suite des présentations. Avoir un SOC qui fonctionne, être en mesure de détecter au plus vite, évite pas mal d'attaques. Et ça, c'est vraiment un point clé aujourd'hui dans les stratégies d'investissement qui permettent de progresser plus rapidement que d'essayer de reprendre et de resécuriser tous les éléments du SI qui sont souvent historiques. Le troisième point, c'est évidemment bien repenser tout ce qui est autour de la gestion de crise pour anticiper et être le plus efficace possible quand ça arrive, en particulier sur les moyens de communication que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le dernier point, c'est la formation du personnel, à la fois pour éviter de tomber dans les pièges classiques du phishing et d'être le point d'entrée de l'attaque, mais aussi la formation à la crise avec la réalisation d'exercices de crise cyber qui aident vraiment à anticiper ce type de situation. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction et je vais repasser la parole maintenant au prochain intervenant et à Amina. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta présentation super intéressante. Je vais passer la main du coup à notre expert technique ici présent. Il va vous présenter iTrust. Ok, bonjour à tous. Alors, on va passer en plein écran. Ok. Du coup, bon, on va parler un petit peu d'iTrust rapidement. Donc, iTrust, c'est un éditeur français logiciel souverain de cybersécurité. Tout simplement, aujourd'hui, iTrust est une entreprise qui a plus de 15 ans d'expérience dans le milieu de la cybersécurité. C'est un pure player. De manière assez simple, on ne fait que de la cybersécurité. Aujourd'hui, on est pure player, donc éditeur de logiciels. On édite nos propres solutions, donc que ce soit Revelium, notre XDR, ou iCare, notre scanner de vulnérabilité. Et nous avons donc un partenariat très fort avec EZ, donc une solution aussi souveraine européenne, parce que c'est une solution tchèque. Il faut savoir que toutes ces solutions-là sont développées du coup en partenariat avec nos équipes internes. Au niveau de la localisation, iTrust se situe du coup à Toulouse et à Paris. On a 2 bureaux qui nous permettent d'avoir vraiment une dimension plutôt internationale pour Paris, une dimension plutôt on va dire, locale sud pour Toulouse. Il faut savoir que iTrust, du coup, alors je me répète, mais c'est important de le savoir, on édite nos propres logiciels. C'est une société qui est 100% française. On est soutenu par l'État français au niveau du développement, en tout cas financièrement par rapport à notre recherche et développement, que ce soit par exemple au niveau de la data science. Et du coup, on a plus de 400 aujourd'hui clients, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et donc de multiples aussi certifications, notamment les certifications de l'ANSSI et autres. Donc, il faut savoir que les outils d'iTrust aujourd'hui nous permettent d'assurer et on va dire, de subvenir aux besoins de clients qui sont dans différents secteurs d'activité. Alors, tout simplement, on est capable aujourd'hui de déployer des solutions comme par exemple Revelium ou même iCare dans le secteur de la défense et de l'espace et aussi bien dans le secteur par exemple agroalimentaire. Donc, nous avons donc, du coup une multitude de clients et une multitude de secteurs différents dans lesquels nos outils, on va dire, se développent et nos outils prennent place. Et de ce fait, on a beaucoup de retours et on peut derrière améliorer nos produits et donc améliorer la technologie Revelium selon vos besoins, vos remarques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait entre vous et nous. Donc aujourd'hui, iTrust a une vision 360 de la cybersécurité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vision 360 de la cybersécurité? C'est tout simplement qu'on est capable aujourd'hui d'accompagner une entreprise du début
c'est-à-dire tout simplement par la mise en place notamment de la conformité, par la rédaction de PSSI ou tout simplement par la réalisation d'audits à travers notre pôle Professional Services. Et on va aller donc jusqu'à la remédiation. Donc on va passer par des phases, on va dire, qui sont entre la conformité et la remédiation, comme par exemple la prévention avec notre scanner de vulnérabilité AECARE qui va vous permettre en fait de tout simplement prévenir différentes failles de sécurité sur votre système d'information. La partie détection avec le SOC, avec l'XDR Revelium, et du coup la remédiation à travers EZ, du coup l'EDR européen, leader du marché européen. Ok. Donc, tout simplement, le but aujourd'hui du SOC d'iTrust se découpe en 4 phases. La première phase, c'est prévenir les incidents. Tout simplement, aujourd'hui, il faut suivre en continu les vulnérabilités, sensibiliser et former les salariés, et ça va être dans notre rôle. Donc, ça va être toute une phase d'accompagnement qui va être mise en place à la mise en place du SOC, pour ensuite déboucher donc sur la détection des incidents, et surtout, cette détection, il faut qu'elle soit explicite, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas sur des communications qui sont, on va dire, très techniques, où il n'y a pas d'accompagnement client. On va vraiment tout simplement proposer des solutions de remédiation, remédier en fonction de ce que vous avez autorisé à faire sur votre périmètre. Et suite à ça, si potentiellement il y a besoin, on est capable donc de traiter des incidents à travers notamment notre équipe de réponse à incidents qu'on a appelée phare, par le fait qu'on a pas mal de militaires parmi nous. Mais tout simplement, cette équipe nous permet aujourd'hui de faire des interventions, donc principalement on parle de forensique, de réponse à incidents. Ces interventions sont possibles à travers tout le territoire national et aussi à l'international si besoin. Et du coup, tout simplement, ça permet de récolter des preuves, les preuves pour potentiellement derrière faire jouer des assurances ou autre. Et tout simplement, on finira par garantir la gestion des risques et de la conformité. Donc tout simplement par tout ce qui va être RGPD, CNIL, protection des données. Aujourd'hui, on a une forte demande, que ce soit au niveau des OIV ou d'autres organisations qui sont aujourd'hui essentielles pour l'État français, de tout simplement garantir cette gestion des risques et avoir une conformité qui est réglementée et qui est définie selon certains critères, et notamment de l'ANSSI. Donc, on est capable aujourd'hui de vous accompagner également sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'offre citoyenne d'iTrust, qui est un SOC 100% français et qui est exclusivement fait pour les établissements de santé publique français. Donc il faut bien comprendre que le but de ce SOC citoyen, donc le but de l'offre commerciale, c'est tout simplement d'aider aujourd'hui les établissements de santé français à se sécuriser, à obtenir une solution de sécurité qui est de qualité, on va le voir par la suite, lors de la démo, et qui est aussi voilà, notre rapport à la menace actuelle qui est de plus en plus présente, on peut le voir notamment dans les actualités. Donc il faut savoir que c'est une offre souveraine, bon, on en a parlé, iTrust, tout simplement entreprise souveraine. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est la protection de la nation et du citoyen. Il faut savoir aujourd'hui que le SOC qu'on vous propose à travers cette offre, en termes de détection, est égal à l'offre SOC classique. Donc typiquement, même si parfois le budget de par l'offre commerciale peut être moindre, tout simplement, vous avez exactement le même niveau de détection, exactement les mêmes moteurs de détection, exactement les mêmes règles de détection, et on est capable tout simplement de s'adapter également au périmètre de la santé par la création notamment de règles qui sont plus spécifiques à votre secteur liées au potentiel software que vous utilisez ou autre. Troisième point, un prix adapté. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un prix qui est lié au nombre de lits, notamment donc de vos établissements. Donc, on va avoir 1 euro par lit pour le service du SOC pour vos établissements. Donc, c'est un prix qui est adapté aux exigences de votre secteur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément, en termes de secteur public, la même possibilité ou en tout cas les mêmes budgets que des entreprises dans le privé. Donc, voilà, on s'est adapté à ce prix-là. Donc, au niveau du rayonnement, c'est des technologies françaises, européennes. Et aujourd'hui, iTrust, alors on ne le dit pas trop fort, mais iTrust a déjoué 100% des attaques. En tout cas, on n'a pas eu de gros chiffrements de données chez nos clients sur les incidents qu'on a eus. On est intervenu à temps pour stopper, endiguer la menace sans qu'il y ait de problème. OK. Donc, une réponse simple et efficace.
Donc, on en a parlé, facturation fixe, pas de surprise hein, à la fin de l'année, à la fin du mois, même si ce sera une facturation annuelle. La facturation est d'1 € par lit et par mois pour le service du SOC et c'est tout. Après, au niveau de la proportionnalité, aujourd'hui, par le fait que ça soit un prix par lit, en fonction de la taille de votre établissement, on est capable de s'adapter. C'est typiquement demain, vous avez 1500 lits, c'est différent d'un établissement qui a 1500 lits, d'un établissement qui a 500 lits. Et donc, du coup, on va vraiment s'adapter à votre taille en fait à travers cette facturation pour que vous puissiez tout simplement, les petits comme les gros établissements de santé, souscrire à cette offre-là et en fait profiter tout simplement de cette détection-là. On est une entreprise souveraine, donc non soumise au Cloud Act et au Patriot Act. C'est évident parce que tout simplement, nous sommes une entreprise française et nous travaillons qu'avec des entreprises européennes. Toutes les données sont dans le cadre, donc, enfin, restent dans le cadre même du territoire national. Hein, on ne va même pas au niveau de l'Europe, on reste dans le territoire national. Donc, on a vraiment une conservation des données et vraiment une main sur notre donnée. Et au niveau de la conformité, donc, tout simplement, l'offre répond aujourd'hui à 95% des attentes RGPD et nous pouvons aider potentiellement les équipes de DSI et notamment les RSSI des établissements de santé par la rédaction de documents, on va dire, de politique, comme par exemple la politique de sécurité des systèmes d'information. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, l'offre iTrust on a travaillé sur la simplicité de l'offre d'iTrust. Tout simplement, aujourd'hui, elle est référencée à travers l'offre CAIH et elle est prise en compte dans le plan France Relance. Donc, si demain, vous avez tout simplement fait les démarches avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est le cas de plusieurs CHU ou plusieurs GHT, pour sécuriser leur système d'information, vous pouvez aujourd'hui adhérer à cette offre-là. Nous couvrons l'intégralité de votre système d'information. Tout simplement, aujourd'hui, on est capable d'intégrer une multitude de logs en entrée au niveau du SOC et donc de faire la détection sur une multitude de logs. On ne va pas se contenter uniquement, par exemple, de vos équipements de sécurité. On va vraiment couvrir tout votre périmètre pour tout simplement que derrière nos algorithmes et notamment de corrélation puissent correctement travailler et détecter l'ensemble des menaces sur votre périmètre. La solution est déployable et fonctionnelle en 24 heures. Alors tout simplement, le SOC aujourd'hui, de par notre expertise, est déployable. La solution est déployable en quelques heures et la mise en place nécessite quelques heures supplémentaires. Donc on peut dire que globalement, en l'espace de 24 heures, quelques jours pour les plus tatillons, la solution est totalement déployée et opérationnelle. Au niveau de la performance, on reste sur le modèle de détection qui est le modèle de détection classique, c'est-à-dire que vous bénéficiez, comme je l'ai dit précédemment, de toute l'offre de détection du SOC classique d'iTrust. Donc la performance est vraiment élevée dans tout ce qui va être détection. Aujourd'hui, en termes de remédiation, on est capable tout simplement de remédier sur vos systèmes d'information à travers plusieurs EDR. Alors, on travaille avec EZ, mais aujourd'hui, on est capable de s'interfacer avec n'importe quel type d'EDR. Donc, si aujourd'hui, vous avez des EDR comme Arfanglab, qui sont des EDR français, on peut s'interfacer avec du Arfanglab pour pouvoir d'ailleurs remédier sur votre périmètre. Alors, si ce n'est pas du français, si on prend du SentinelOne, du Postgres ou autre, on va pouvoir également mais voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ok, parfait. Oui, moi j'entends. Et donc du coup, à travers le ZDR ou aussi à travers vos équipements de sécurité. Si demain, par exemple, vous avez du firewall, on est capable de remédier via du firewall. Si vous avez des DNS sécurisés, comme par exemple du Cisco Umbrella, on peut remédier à travers du Cisco Umbrella en faisant des règles de DNS. Bon, tout simplement, on est capable aujourd'hui de maîtriser votre périmètre et de pouvoir vraiment endiguer et stopper la menace. Donc, on a quelques références clientes qui peuvent vous être utiles, qui sont des clients potentiellement publics, comme par exemple le service de santé des armées, certaines villes, certains centres hospitaliers qui nous font aujourd'hui déjà confiance. Donc, tout simplement, voilà, c'est une solution qui a déjà été testée, approuvée et qui est déjà validée. Donc, on aura le retour de M. Carto à la fin de cette démonstration. Mais tout simplement, c'est déjà une solution, on va dire, qui est aujourd'hui grandement déployée et qui a déjà des bons retours. Donc voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Carto pour avoir un petit Rex de ce produit au CHU Nantes et il pourra vous en parler tout simplement mieux que moi
dans ce secteur-là. Bonjour à tous. Moi, vu que je suis très feignant, je n'ai préparé aucune présentation. C'est que du bagou. Alors déjà, pour commencer, on n'a pas encore installé, attention, le produit dont il est question. Moi, je suis là pour vous parler de la raison pour laquelle on l'a choisi, puisqu'on a un POC qui est prévu, donc avec un des établissements de mon GHT. Alors très rapidement, donc, je suis le RSSI du GHT 44. L'établissement support du GHT 44, c'est le CHU de Nantes. Le GHT 44 compte 13 établissements dans l'ordre décroissant de taille, Saint-Nazaire, Châteaubriand, Ancenis, puis après ce sont des établissements qui sont plus petits. On est le troisième plus gros GHT de France. Et comme tout le monde, on est évidemment très concerné par ce qui se passe dans les hôpitaux qui ont subi des attaques. On suit ça très attentivement, à la fois le mode d'attaque, l'impact sur les systèmes et le plan de remédiation. Donc la stratégie générale que l'on a adoptée, je vais évidemment redire des choses qu'a dit Jérôme juste avant moi, c'est que pour ceux un petit peu qui connaissent la théorie du risque, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'on appelle les barrières d'horizon. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un dispositif unique qui permet de tout trapper. Il faut mettre en place des filtres pour essayer de repérer soit des signaux forts, soit des signaux faibles sur des modes d'attaque ou des typologies d'attaque. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il n'y a aucun antivirus qui est capable de repérer 100% des virus ou des malwares, puisqu'il y a toujours la question de 0D, il y a toujours la question de bases de signatures qui sont incomplètes. Et donc, on sait qu'il y a des trous dans la raquette. Alors, on a beau mettre tout un tas de dispositifs en amont, par exemple, de la chaîne de traitement mail, on a beau mettre tout un tas de dispositifs en amont des proxys web de navigation, on sait qu'il y a des messages frelatés, on sait qu'il y a des sites vérolés, des sites rogues qui passent au travers des mailles du filet. Une des façons que l'on a de repérer un PC qui est infecté sur un réseau, c'est notamment de repérer les tentatives de communication en succès ou en échec de ce PC vers des sites internet qui sont notoirement connus dans les bases pour être des sites rogues. Ça peut être des signaux relativement forts, ça peut être des signaux relativement faibles, mais ce qui est sûr, c'est que cette information-là, on ne peut pas la pister toute seule, on doit la pister en corrélant cette information-là avec d'autres sources de données que l'on a en interne. Alors, je vais donner des exemples bateaux, mais c'est pour illustrer le propos. On sait qu'un PC dans une unité administrative qui tente des connexions régulières à 4 heures du matin sur un site russe, alors excusez-moi, je suis désolé pour les Russes, mais c'est un petit peu l'actualité, on sait qu'il y a une légère anomalie. Bon. Et ça, pour le repérer, on ne peut pas faire autrement que mettre en place des dispositifs qui font de la corrélation. Alors, on leur donne le nom qu'on voudrait bien leur donner. On les appelle de l'IA, des SIEM, des SOC. Là, je laisserai Jean-Nicolas et les commerciaux d'e-trust plus décrire leur solution. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est ça. Donc, on n'est pas sur un dispositif qui est parfait, ça n'existe pas. On est sur la mise en place d'une barrière d'horizon de plus. Il y a d'autres barrières d'horizon qu'il faudra mettre en place, ce n'est pas la seule. Mais l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place un filtre de plus qui permettra de repérer des signaux qu'on a aujourd'hui sur le système d'information et que l'on ne détecte pas parce que soit il y a des volumes trop importants à analyser, soit on n'a pas les ressources pour le faire. Et typiquement, une solution en mode cloud opérée par un opérateur français, voilà, franco-français, avec qui on travaille d'ailleurs déjà sur le scan de vulnérabilité, ben, moi, c'est une solution qui me plaît. Alors, l'idée chez nous, c'est de faire un REX sur un des établissements du GHT 44. Donc, on a un champ en ligne de mire. Et en gros, alors, c'est pas un POC au sens où on teste pas le produit. On va acheter le produit, on va le déployer, on va le laisser tourner pendant, je sais pas, des jours, des semaines, des mois. J'ai pas encore déterminé la durée. Et l'idée, c'est de voir ce qui nous sort du chapeau. Soit il nous sort des trucs, soit il nous sort rien. Il y a des grandes choses qui nous sortent des trucs du chapeau. Et après, en fonction, on avisera pour savoir quelle est la cible de déploiement sur un GHT. Alors ça, c'est en gros la stratégie qu'on a. Pourquoi je parle de cible de déploiement? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins entre un hôpital général qui est un bloc opératoire et des urgences médicales qu'entre un EHPAD au fin fond à la frontière entre la Vendée et le 44. J'ai rien contre les EHPAD, mais on n'a pas le même enjeu de protection quand même. Bon. Donc, en fonction de ce qu'on trouvera sur le site le site pilote, je ne sais pas un site de test, c'est un site pilote. Après, on verra la stratégie de déploiement. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est tout à fait candidat à un déploiement au CHU. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'on est déjà utilisateur de la solution de scan
Donc, d'après ce que j'ai pu voir, les interfaces graphiques sont exactement les mêmes, donc on ne sera pas dépaysé. Ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, c'est que c'est une solution pure SaaS et ça tombe bien parce que s'il y a des serveurs que je peux envoyer à l'extérieur, ça me va bien, surtout que ce sont des serveurs pour lesquels je n'ai pas ce qu'on appelle un RTO ultra critique. Alors, la solution, elle peut s'arrêter 1 heure ou 2, j'en mourrai pas, c'est pas comme une solution de réanimation dans un bloc opératoire qui ne peut pas s'arrêter 10 minutes. Là, j'ai une tolérance sur le RTO qui est beaucoup plus importante. Et puis, quoi vous dire d'autre? Eh ben, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc j'en parlerai plus quand j'aurai joué avec, mais grosso modo, l'idée c'est de mettre un certain nombre de sources d'informations à donner à manger à l'énorme moulinette qui a été développée par eTrust et de regarder ce qu'il en sort. Pour l'instant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je sais très bien que quand on déploie un outil comme ça sur un gros site, on trouve évidemment des trucs qu'on n'avait jamais vu avant, puisqu'on n'avait jamais cherché avant. Et ce qui me fait peur, c'est la charge de remédiation. Mais ça, c'est pas la faute de l'outil. Ça, c'est le fait qu'on n'était jamais allé soulever des tapis. Je vois Jérôme qui opine du chef, c'est qu'il voit bien à quoi je fais référence. Pour information, la première fois qu'on a installé le scan eTrust, donc ICAR, sur nos systèmes, on n'avait jamais fait de scan. Enfin, on faisait avant des scans, mais on en faisait, on va dire, sur demande. Donc, en gros, 1 fois par an. Donc, vous imaginez la tête des patchs OS et des mises à jour de composants sur une surface périmétrique web sur lequel on n'a pas mis à jour les composants de base depuis 1 an. Je peux vous dire que la première fois qu'on a lancé eTrust dessus, on a eu un joli arbre de Noël. Donc, je m'attends à peu près à voir la même chose. Mais ce n'est pas la faute du produit, quoi. C'est juste qu'on n'était jamais allé regarder avant. Ben, c'est ce que je peux vous faire de plus synthétique. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais que Jean-Nicolas apparemment a un souci de micro. Je sais pas, Cédric, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ah, super, moi je me suis connecté mon téléphone parce que j'avais un bug. On va enchaîner. Merci beaucoup à toi de ton témoignage. On va enchaîner avec Thomas parce qu'on a plein de choses à vous présenter. Thomas, je te laisse prendre la main sur l'écran. Juste pour préciser, donc pour faire une petite démo et pour montrer très concrètement ce que ça donne. Effectivement, Cédric est en phase même pas d'installation, j'allais dire, parce que l'installation est très rapide, mais c'est surtout en phase de lancement de POC. Bon, il y a d'autres, il y a une trentaine de CH qui ont déjà mis en place la solution. Donc les retours, on les a déjà évidemment. Donc tu verras l'arbre de Noël, c'est vrai que, mais j'espère surtout qu'on ne détectera rien de grave. Et puis le but, c'est évidemment de bloquer les contaminations et les contagions ou les vols de données. Commencez déjà à poser vos questions après la démonstration de Thomas. On pourra enchaîner sur questions-réponses. On a vraiment beaucoup de choses à vous présenter, donc il faut qu'on essaie d'être succinct et puis je pense qu'il y a pas mal de questions. Thomas, vas-y ici, quand tu veux. Ok, parfait. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon, alors la philosophie aujourd'hui d'iTrust, c'est de vous communiquer une information qui est très claire. Donc là, on va se retrouver dans l'interface de Revelium. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est sous vos yeux, pardon, c'est l'interface de Revelium. Et donc notamment une menace. Alors le but de la menace, c'est de contextualiser un maximum plusieurs alertes qui vont pouvoir avoir potentiellement un lien de corrélation. Alors de manière assez simple, on va le voir par la suite, on a plusieurs moteurs de détection, mais sur lequel on va dire, le point sur lequel je vais appuyer, c'est tout simplement le fait qu'une menace aujourd'hui, quand on vous la communique, quand on vous donne une menace, elle est contextualisée, c'est le fruit aujourd'hui de la détection, de la corrélation, de la cyber threat intelligence, de l'étude comportementale et également des analyses en fait de nos analystes tout simplement. Donc aujourd'hui, par exemple, donc on se retrouve donc là sur l'interface des menaces. Donc vous voyez que tout simplement nos menaces sont mappées selon la matrice MITRE, le framework MITRE, qui nous permet en fait de tout simplement savoir à quel niveau de l'attaque où on en est, tout simplement si on est dans des phases de découverte, de reconnaissance, si on est plus dans le commencement, ou si on est plus par exemple dans des phases terminales comme par exemple de la persistance, de la collection de données, de l'exfiltration ou même de l'impact sur votre système d'information. Donc tout simplement ces menaces-là. Donc là, c'est tout simplement une menace la menace dont je vous présente, c'est une menace qui est tirée d'une kill chain d'Active Directory, donc qui est donc une kill chain qui utilise plusieurs outils. Donc pour les plus experts, on retrouvera PSExec, TrackMapExec ou même DCSync, qui va nous permettre tout simplement de compromettre un Active Directory. À partir de là, toutes ces alertes vont remonter
et le CIEM va faire son travail de corrélation. Il va dire, OK, on se trouve sur le même Active Directory, le scénario de corrélation est respecté, donc on va lever une menace. Et en fait, cette menace va être vraiment contextualisée. OK, donc pour vous montrer un petit peu maintenant au niveau des menaces, ce qu'on peut avoir, c'est tout simplement, hop, ici. Donc, les analystes aujourd'hui, ils font une analyse qui est très aboutie hein, au niveau d'iTrust. Donc, vous avez dans l'interface Revelium tout ce qui va être ticket. Donc, par exemple, si on prend ce ticket-là, vous avez la description de votre alerte et également si l'analyse d'iTrust est complétée ou si on a à attendre de votre réponse, si on a remédié ou pas. Donc, tout sera disponible à travers cette interface-là. Vous avez également les IP qui sont en lien avec l'alerte en question. Donc là, pour l'exemple, c'est une alerte de Cyber Threat Intelligence qui nous informe qu'on avait un trafic sortant depuis un marqueur qui est identifié comme du Log4j. Donc voilà, donc à partir de là, donc, on a parlé beaucoup des menaces. Donc parlons des alertes. Hop, on se remet sur la démo. Donc toutes ces alertes-là, c'est elles qui vont contextuer la menace qu'on vient de voir. Et ces alertes, vous me direz, mais comment, enfin, à travers quoi elles sont raised, à travers quoi elles sont simplement déclenchées? Eh bien, on a 3 moteurs qui sont bien distincts et qui ont chacun leur rôle et qui travaillent ensemble, tout simplement pour contextualiser et pour scorer des menaces. Donc, le premier moteur, c'est le moteur d'UEBA, où on va avoir tout simplement plusieurs algorithmes qui vont nous permettre, par exemple, de détecter une déviance qu'on appelle déflexion en fait, dans le comportement utilisateur. On va avoir d'autres algorithmes, comme par exemple du Web Access, pour protéger tout ce qui va être vos frontaux web en termes, par exemple, quand vous faites des énumérations sur vos sites web ou quand on vous attaque tout simplement vos frontaux web. Et on va avoir l'UEBA, sachant que là, on vous montre deux algorithmes. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine hein, qui sont matures chez iTrust et qui sont donc mises à disposition de nos clients en termes de détection. Et la troisième partie, qui est donc la partie de tout simplement corrélation, donc où on peut tout simplement créer des graphes comme on le souhaite à travers différents opérateurs logiques, que ce soit du success, du or ou du end, pour tout simplement détecter des signaux faibles. Alors, donc Monsieur Carto parlait de signaux faibles précédemment. Aujourd'hui, à travers ces graphes-là, on identifie les signaux faibles, on les corrèle, et à partir d'actions qui peuvent sembler de manière unique, qui ont un caractère, on va dire, non malveillant, mais qui, de par un enchaînement très précis, selon une timeline très précise, peuvent avoir un réel caractère malveillant. Aujourd'hui, les attaquants utilisent le maximum d'outils possibles pour calquer le comportement d'un administrateur système pour passer à travers les watches du SOC et à travers les règles du SOC. Aujourd'hui, nous, à travers ces éditeurs de corrélation-là, on crée des graphes, que ce soit des malwares, des ransomware, on les joue dans des labs et directement on crée des graphes de corrélation. Donc tout simplement, ces 3 moteurs de détection vont nous amener à tout ce système d'alerting et tout ce système de menaces. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Aujourd'hui, vous avez accès à travers l'offre du SOC citoyen à toute cette détection. Et aujourd'hui, c'est une détection qui est mise à jour. Typiquement, si par exemple on parle de corrélation, vous allez avoir tout simplement les nouveaux algorithmes de corrélation liés aux nouveaux groupes de ransomware ou aux nouveaux ransomware. Si on parle de threat intelligence, vous allez tout simplement avoir les derniers indicateurs que notre équipe de threat intelligence a relevé à travers les différentes compromissions récentes. Donc tout ça, vous en bénéficiez et c'est intégré à votre détection à travers l'offre citoyenne. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'outil Revelium. Bien évidemment, hein, dans le cadre de Revelium, vous avez aussi toute une partie reporting. Il peut être tout simplement donc raté, il va falloir se connecter. Hop, on va peut-être basculer rapidement. Hop, si je peux. Ouais, Thomas, ce qui est intéressant de dire, tu l'as dit à demi-mot, mais c'est que en fait la plateforme intègre par défaut plus de, alors je sais plus si c'est 1200 ou 2000 règles de détection. Qu'on intègre plus de 4 millions d'IOC à partir du moteur de CTI, donc de Threat Intelligence, et la dizaine d'algorithmes dont tu as parlé. La configuration, l'installation se fait en quelques heures, puisqu'en fait, on demande juste, je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, parce que j'ai eu des problèmes de connexion, mais l'installation ou la configuration nécessite juste de renvoyer des logs à un cloud SOC en centrale, qui va traiter automatiquement. C'est-à-dire que l'enrollment dans un SOC
contrairement aux problématiques qu'on avait depuis 10 ans, qui étaient de créer un SOC, ça prend du temps, souvent on fait 4, 5, 6 mois à monter un SOC. Là, aujourd'hui, en fait, en 1 heure ou 2, on arrive à enrôler un client, puisqu'on a déjà les parseurs, les règles de détection et l'ensemble des configurations. Donc, il y a juste à envoyer les logs et tout est traité automatiquement dans un tenant du GTBC. Exactement. Ok. Pour ajouter tout simplement à ce que vient de dire Jean-Nicolas, on a intégré aussi bien sûr toute la partie monitoring qui vous permet aujourd'hui de piloter votre SOC et votre système d'information, tout simplement avec des dashboards de différents niveaux. On a des dashboards plus qui vont être spécifiques par exemple à la DSI, avec notamment les alertes en cours, les menaces en cours sur le périmètre, et des dashboards beaucoup plus techniques qui seront utilisés par les équipes techniques. Donc tout ça, c'est intégré dans le package de base de l'offre citoyenne. Pour vraiment vous permettre en fait de gérer votre SOC de A à Z. Pour résumer un petit peu l'offre citoyenne et la présentation, aujourd'hui vous avez une offre qui en termes de détection et de qualité, vous avez vraiment les mêmes outils que les SOC classiques qu'on vend à des grandes entreprises, à des privés qui nécessitent une détection on va dire optimale et pertinente. Et vous avez également du coup toute la partie reporting qui vous permettent donc du coup de piloter un petit peu tout ça. Et bien évidemment, toutes les spécificités liées aux produits du SOC d'iTrust, donc la rapidité d'installation, les connecteurs qui sont déjà développés et qui sont faciles de déploiement, donc tout simplement on est capable de récupérer tous vos logs, et bien évidemment la remédiation via la plateforme. Ok. Eh bien, je pense qu'on en a terminé pour cette partie. On va pouvoir peut-être passer à tout ce qui va être questions, questions-réponses. On en avait pris un petit temps pour ça. On essaie de tenir en 1 heure, c'est difficile, mais oui, on va enchaîner sur les questions en 1 heure. Merci à tous pour votre intervention. On va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on vous répondra au fur et à mesure. Bon, on a déjà quelques questions. Alors, je mets juste ma caméra. Alors, donc, il y a une personne qui nous demande. Hop. Alors, étant OSE, nous avons obligation de centraliser et conserver les logs de nos SIE pendant 1 an afin de pouvoir y mener des investigations en cas de compromission par un attaquant. Aurons-nous bien libre accès à nos logs sur la période de 1 an? Oui, c'est prévu. Alors, je crois que par défaut, tu me dis si je me trompe, Thomas, je crois qu'on est à 6 mois de rétention parce que généralement, c'est ce que dit la demande de la CNIL et on peut l'étendre sans problème à 1 an. Donc, il faut juste nous en faire la demande et on étend l'archivage des logs à froid jusqu'à 1 an. Ok, merci. On a une autre question sur la technologie Rebellium. Donc, on nous demande si elle permet d'intégrer toutes les sources de logs. Par exemple, nous avons chez nous une technologie de Bastion ou Alix et nous aimerions l'intégrer dans la solution. Généralement, on couvre toutes les technologies. Alors, Walix, on l'a déjà intégré plusieurs fois pour plusieurs clients, donc ça fonctionne très bien. Généralement, on a toutes les technologies. Quand on n'en a pas, ça nous est arrivé récemment, je crois il y a 1 mois, on n'avait pas, je crois que c'était un AS400 qui nous était demandé. On s'engage à le développer, donc on a des unités d'œuvre. Généralement, c'est 1 ou 2 jours de développement pour développer le parseur et le connecteur. Et on s'engage à le faire. Évidemment, comme les équipes de R&D sont en France, c'est facile et on arrive à s'adapter très facilement. On arrive aussi à créer des connecteurs, évidemment, pour les applicatifs, certains serveurs applicatifs, dossiers médicaux et autres, justement, pour arriver à récupérer les logs. Donc ça, on s'engage là-dessus. Ok, merci. On a une autre question. Alors, y a-t-il un nombre maximum de sources sous surveillance dans votre proposition? Oui, je crois qu'il y a. Alors, je sais pas si on a le slide, le dernier, Amina, si tu l'as. Je crois qu'on intègre un nombre de sources par défaut pour que l'offre soit vraiment standardisée. Si je me trompe pas, non. Alors, si je me trompe pas, je vous répondrai par mail, mais je crois qu'on est à 50 ou 100 sources par défaut. Parce qu'en fait, donc dans l'offre de base, après, on peut toujours rajouter des sources d'IP, ça c'est pas un problème. C'est à l'IP supplémentaire qu'on va facturer et qu'on va faire un abonnement. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir le pack de base. Le pack de base étant plutôt
enfin même sûrement le pack de détection le plus intéressant, c'est-à-dire d'avoir les logs dans l'idéal firewall, proxy, AD, serveurs sensibles, serveurs web, post VIP, certaines applications métiers, DNS, certains routeurs. Et donc, pour nous, ça correspond vraiment à l'empreinte de détection maximale. Donc, je crois que c'est 50 ou 100 IP. Voilà. Mais avec ça, déjà, on arrive à avoir 90-99% selon les experts de périmètre couvert avec la meilleure détection. Très bien. Bon, il est bientôt midi, donc on va prendre une dernière question. Donc, comment sont collectées les données des agents sont-ils à installer sur les endpoints? Tu veux en parler, Thomas? Le but, c'est que ce soit agentless, c'est vraiment qu'il n'y a rien à installer. Donc, par défaut, il y a juste à rerouter les logs de certaines endpoints, stations et autres. On a certains clients qui ont des EDR, donc dans ce cas-là, on va récupérer aussi les logs des EDR. Et puis pour ceux qui ont du mal ou qui ont des difficultés à nous envoyer les logs, on va nous proposer aux clients des mini-agents, donc des mini-scripts. Là, je te laisse embrayer, Thomas. Oui, voilà, oui, tout simplement, c'est des mini-scripts qui sont vraiment très légers, hein, qui nécessitent pas du tout de ressources en termes de CPU ou de RAM, donc qui n'impactent pas en fait vos endpoints et votre système d'information, et qui vont nous permettre de faire de la remontée de logs selon nos critères. Donc typiquement, ils vont remonter les logs qu'on souhaite à travers un fichier de conf très classique. Donc tout simplement, voilà, c'est une installation qui est automatisée. Vous n'avez rien à faire, juste à cliquer sur un exécutable et les endpoints, enfin, et les agents se déploient. Ok, bon, il y a eu plusieurs autres questions qui sont très intéressantes, donc on va quand même les prendre. Donc, on nous demande si le SOC propose un service de recherche de fuite de données. Vas-y, Thomas. Alors bon, de manière assez simple, aujourd'hui, on a une équipe de threat intelligence qui est capable aujourd'hui déjà qui fait de la recherche, on va dire quotidienne, hein, sur les fuites de données. Donc on se base sur des bases qui sont donc parfois sur le dark web, parfois sur le web classique, et on fait de la recherche par rapport à ces fuites-là. Aujourd'hui, si vous avez une potentielle suspicion de fuite de données, tout simplement, l'équipe de Threat Intelligence est capable d'intervenir. Alors, ça sera dans le cadre peut-être de tickets de service, donc voilà, quelque chose de supplémentaire, mais tout simplement, on est capable d'intervenir et de vous dire un petit peu si vous avez été sujet à une fuite de données, en tout cas si la donnée a été publiée, en tout cas sur les bases, on va dire classiques de fuite de données, où on peut retrouver tout Ouais, simplement Thomas, je précise pour bien voir si on a bien compris la question, parce qu'il y a deux notions. Il y a est-ce que le SOC est capable de détecter des vols de données, des leaks de données? Donc ça, oui, ça fait partie des capacités de détection, que ce soit par des malwares, que ce soit par des trop grands nombres de données envoyées à l'extérieur. Et deux, c'est ce que tu dis, c'est on a des offres complémentaires dont on parle pas aujourd'hui, qui sont est-ce que ce qu'on appelle la veille darknet, qui est la capacité à aller voir sur le dark ou dans des sites particuliers si des données de votre structure sont déjà en vente, sont déjà fuitées, si des codes d'exit sont à disposition. Donc les deux notions. La première est prise en compte dans le SOC, la deuxième est une autre offre, mais qui peut être couplée au SOC sans problème. Si on peut juste, du coup, détailler un petit peu la première partie que du coup, je l'avais pas compris comme ça. Donc, si c'est vrai que on parle d'exfiltration de données et donc de fuite de données en fait de votre système d'information pour le détecter en temps réel, ça aujourd'hui, on a un algorithme de machine learning qui est spécialisé dans cette exfiltration-là, qui nous permettra tout simplement de détecter une fuite de données par exemple, qui peut être, on va dire, d'une typologie avancée. Typiquement, on se base pas sur le protocole. Si demain, par exemple, une technique qui est utilisée par les attaquants aujourd'hui, c'est le DNS tunneling, extraction de données à travers le DNS, c'est quelque chose qui est, on va dire, très silencieux et qui est très faible, hein, de par tout simplement l'extraction DNS. Et ça, on va pouvoir le détecter à travers nos algorithmes de machine learning. Donc oui, aujourd'hui, on est capable à travers le SOC de réagir par rapport à ces potentielles fuites de données. Merci Thomas. Une dernière question. On nous demande si l'intégration est possible aussi avec Fortinet. Au niveau de la remédiation, j'imagine qu'on parle de remédiation, ouais. Alors oui, tout à fait. En fait, tout simplement. Alors pour Fortinet, c'est très simple. Parce que c'est très simple, parce que tout simplement c'est une solution qui est bien développée et qu'on a déjà interfacé un bon nombre de fois. Donc on fait de la remédiation à travers ce firewall-là. Maintenant, si on a des firewalls qui sont un peu plus, on va dire, qui sont un peu moins connus, on est capable à travers d'API, tout simplement, de faire de la remédiation. Donc
Alors, c'est rare quand on les a pas, parce qu'aujourd'hui, on fait déjà de la remédiation sur beaucoup d'équipements de sécurité. Si on les a pas, on développe ce qu'on appelle les responders pour aller chercher vos API. Et tout simplement, du coup, on est capable de faire la remédiation. Alors, je répète, mais la remédiation, elle est faite de deux manières, automatisée et non automatisée. Et ça, c'est défini entre vous et nous, on va dire dans la période de bulle du SOC. Donc, oui, on est capable d'interfacer avec Fortinet. Parfait. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Monsieur Carto, de vous être libéré. Merci beaucoup, Jean-Nicolas et Thomas aussi, et aux participants pour votre présence et aussi pour vos questions qui sont super intéressantes. On va vous envoyer le replay si jamais vous voulez le revoir ou le partager à vos collègues. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.